N'ayez pas peur du peuple, les gens ne sont pas stupides. En France, il n'existe qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Vivons-nous une crise de régime? Ça ne changera rien au problème fondamental que nous avons, c'est qu'il y a un parti qui fait 35% du corps électoral et qui ne peut pas faire d'alliance avec les autres. Est-ce la fin de la Ve République? La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. À qui la faute de la crise institutionnelle et politique que nous vivons ensemble en France? Vous avez des villages où vous n'avez plus une boulangerie, plus un café, plus rien. Tout est fermé, les gens sont seuls chez eux, c'est tragique. C'est ce qu'on a posé comme question à Natacha Polony, journaliste, ancienne directrice de la rédaction de Marianne. Si nous ne recréons pas cette épopée républicaine française, eh bien, les modèles identificatoires qui vont se chercher les jeunes gens, ce sera le djihadiste ou le super-héros Marvel. C'est une émission absolument passionnante où elle dresse un constat alarmant sur la France et suggère quelques pistes de solutions. Il y a des gens bien et il y a des gens qui aiment la France dans tous les bords politiques. Bonne émission. Emmanuel Macron est un bon président. Là, je suis obligée de dire faux quand même. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il a tout faux, mais le bilan... La société française est devenue réactionnaire. Faux. L'aspiration à la sécurité, à l'ordre républicain, l'idée que la nation est une notion essentielle ne sont pas des idées de droite ou réactionnaires. C'est absolument pas ça. Or, moi, j'ai l'impression que les Français veulent tout simplement la République. Aujourd'hui, ceux qui ont le vrai pouvoir, c'est les médias. Non, faux. Faux. Encore faut-il savoir de quels médias on parle. Si on parle de médias tels que le vôtre, oui un peu. Les médias traditionnels, eux, ont perdu complètement pied. Je me considère comme féministe. Vrai. C'est simplement que je ne suis pas de ces obédiences du néo-féminisme qui considèrent que les hommes sont tous coupables, que les femmes sont toutes victimes et que l'identité de femme est un bloc qui doit prévaloir sur toutes les strates identitaires d'une personnalité. C'est tout, mais je suis profondément féministe et je crois que le véritable féminisme, c'est de proposer aux filles des modèles qui soient des modèles d'identification positifs et surtout forts. Les GAFAM sont plus puissants que les États aujourd'hui. Alors, oui et non. Les GAFAM ont atteint une puissance telle qu'ils sont plus puissants que certains États. Pour autant, quand on regarde le bras de fer entre Elon Musk et Donald Trump, on s'aperçoit aussi que le renouveau des nations impériales et la brutalisation des relations internationales fait que on se souvient tout à coup que Elon Musk, par exemple, a besoin de l'État américain pour ses contrats et que la puissance des GAFAM et ce qui leur a permis de contourner les frontières et les États venait de la puissance étatique américaine. Est-ce qu'on verra de notre vivant une 6e République? Peut-être. C'est Vous le souhaitez? vrai. Mais tout dépend quelle 6e République. C'est-à-dire que tout le monde a l'air de considérer que la 6e République, ça veut dire quelque chose. Mais je pense que la 6e République que souhaite par exemple la France insoumise n'était pas par exemple la 6e République que défendait Arnaud Montebourg à l'époque où il la défendait. La question est celle de savoir si on arrive à concevoir des institutions qui répondent aux enjeux actuels du pays et permettent de faire émerger la volonté populaire. C'est ça, en fait, le rôle d'une constitution, c'est de permettre la bonne traduction de la volonté du peuple. Or, la Ve République a été tellement dévoyée, tordue, abîmée, que pour l'instant, cela aboutit juste à pouvoir maintenir un pouvoir qui est considéré par beaucoup comme délégitimé. Et c'est profondément malsain et ça crée des blocages. Je pense pour ma part que déjà l'urgence, c'est de revenir sur certains choix qui ont été dramatiques. Souvenez-vous, le passage au quinquennat, on nous expliquait à l'époque, pour nous faire voter pour, que c'était moderne. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient contre le quinquennat, on m'expliquait que j'étais ringarde. Bon, c'est en fait, il faut décorréler le mandat présidentiel et le mandat législatif pour que l'Assemblée retrouve son poids. Je vais vous dire une chose, on peut faire toutes les constitutions qu'on veut, on peut passer à la proportionnelle si on veut, etc. Ça ne changera rien au problème fondamental que nous avons, c'est qu'il y a un parti qui fait 35% du corps électoral et qui ne peut pas faire d'alliance avec les autres et qui, en fait, pour l'instant, n'exerce pas le pouvoir et donc gèle 35% du corps électoral, ce qui fait que ce qui reste ne peut pas être majoritaire. C'est ça le problème. Donc vous pouvez mettre n'importe quel mode de scrutin, par exemple, ça ne changera rien. Est-ce que vous aimeriez passer à une 6e République? Si jamais c'est le cas, dites-le nous en commentaire et dites-nous quelle forme elle prendrait. Je vous remets dans la vidéo. Mais du coup, vous souhaitez voir le RN arriver au pouvoir et prendre des responsabilités? Ah non, pas du tout. Je crois qu'il y a une offre majoritaire potentielle dans le pays. C'est très simple. Regardez.
Quand vous regardez, déjà le premier drame, vous avez environ 40% des citoyens qui ne votent plus. Et en général, ce sont les plus pauvres. Donc on a réinventé le système censitaire, sans le dire. On a exclu les plus pauvres qui ne croient plus que la République peut leur apporter quelque chose. C'est tragique. Oui, que ça peut changer leur vie. C'est ça, la définition de la République, de la politique, c'est changer la vie. Et moi, je crois qu'on peut encore changer la vie si on fait vraiment de la politique au sens noble, c'est-à-dire si, tout simplement, on veut traduire la volonté des citoyens. Mais si vous regardez l'état actuel du système, on a 3 blocs. Et le problème, c'est qu'on a 3 blocs dont chacun déteste les 2 autres. Et donc, chaque bloc est condamné à être minoritaire pour l'instant. C'est-à-dire, en gros, vous avez 2 blocs qui ne veulent plus de l'oligarchie de l'extrême centre et qui veulent un changement de système, pour le dire simplement, un changement de système économique. Ensuite, vous avez 2 blocs qui ne veulent pas du Rassemblement national, du fait de son histoire, de ses choix, etc., et qui donc sont prêts à faire un front républicain avec une alliance de la carpe et du lapin pour empêcher ça, parce que ça leur semble important que le RN n'arrive pas au pouvoir. Et vous l'appel à voter d'Édouard Philippe pour un candidat communiste qui avait... Oui, mais je parle pas des politiciens, je parle des citoyens, parce que quand même les citoyens sont allés voter pour un front républicain. Il y en a, voilà. Et vous avez 2 blocs qui ne veulent pas d'une forme de gauchisme qui considère que la police tue, que l'identité, le communautarisme sont des choses formidables, etc. Donc vous voyez, ça se joue comme ça. Mais si vous regardez bien les options, vous vous apercevez qu'il y a une offre potentiellement majoritaire qui va s'appuyer sur la défense des intérêts des citoyens français, qui va s'appuyer sur une certaine idée de la France, donc une forme de gaullisme social, qui va répondre aux aspirations de justice sociale, et donc qui va être capable de parler à ceux qui votent au Rassemblement national par défaut, parce qu'ils ont envie de secouer ce système et on prenne en compte les intérêts des... Non, pas seulement du dégagisme, c'est parce que vous avez des gens qui votent pour ce parti sans vraiment l'aimer forcément, mais parce que ils n'en peuvent plus de la destruction des classes populaires et des classes moyennes qui leur tombent dessus, et le fait qu'ils ne puissent plus vivre de leur travail, etc. Et puis, vous avez des gens qui ont cette option-là de l'autre côté du champ politique et qui vont aller voter pour une gauche radicale parce que ils croient en la justice sociale, qu'ils veulent un changement, et qui n'adhèrent pas forcément à toutes les stupidités du genre on va désarmer toute la police, tous les problèmes de sécurité, c'est de la faute de l'État, etc. Ce genre d'excès. Tous ces gens-là, vous pouvez les rassembler, et vous pouvez les rassembler sur une option raisonnable qui va aussi parler à certains qui votent pour, on va dire, pour l'actuel bloc central, et également par défaut, parce que eux estiment que la radicalité des 2 autres bords est dangereuse. Quand je parlais de 6e République, c'était pour en fait amener le sujet de... Est-ce qu'il n'y a pas une question du refond du système de décision ? Parce que une des plus grandes revendications des Gilets jaunes, qui à ce jour n'a toujours pas eu lieu, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce qui empêche qu'on le mette en place ? Un truc qui paraît aussi évident et démocratique. La trouille qu'ont les politiques de voir le peu de pouvoir qui leur reste disparaître, peut-être. Je ne sais pas. En fait, nous avons une classe politique qui n'a pas véritablement de culture démocratique. Quand le général de Gaulle a annoncé en Conseil des ministres qu'il allait mettre au référendum l'élection du président de la République au suffrage universel, quand sera terminé mon propre septennat, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Il y a eu évidemment dans son Conseil des ministres des gens qui ont plaidé pour qu'on impose des signatures de grands électeurs pour limiter en fait les différentes candidatures. Et le seuil qui était donné, c'était 1000 signatures, 2000 signatures, 3000 signatures. Et il faut relire le compte-rendu du Conseil des ministres dans lequel De Gaulle leur dit « Mais pourquoi avez-vous peur du peuple ?» Pourquoi ? Parce que évidemment les autres disaient mais bon, sinon n'importe qui va se présenter, les gens vont voter pour n'importe qui. Il leur dit mais n'ayez pas peur du peuple, les gens ne sont pas stupides. Voilà. Et est-ce que l'un crée pas l'autre en fait ? Est-ce que plus on a peur du peuple, plus le peuple se met en colère et du coup crée des réactions extrêmes qui renforcent la peur du peuple de nos dirigeants, et qu'en fait on crée un système
Quel est l'œuf et la poule, en fait, Mais dans cette on a histoire? créé de la frustration, et il n'y a rien de Elle plus est présente dangereux que la aujourd'hui, ouais. frustration, parce que la frustration aboutit à la violence. Mais le système politique tel qu'il est, et économique, parce qu'en fait ça marche de pair, a créé énormément de frustration parce qu'on a dessaisi les citoyens de leur pouvoir de décision. Je vous citais les Gilets jaunes, c'était très intéressant de voir des gens qui n'avaient jamais été encartés dans un parti politique, qui n'avaient jamais fait de politique ou de syndicalisme, et qui tout à coup disaient spontanément sur les ronds-points, j'ai entendu moi cette phrase, mais nous sommes citoyens, nous sommes souverains. Et il disait tout simplement, voilà, la promesse de 1789, c'est que notre voix comptait, c'est que c'était nous qui décidions. Et c'est ça qu'il faut rétablir, c'est ça, la République, c'est l'idée que le peuple assemblé, les citoyens, autonomes et responsables, décident en commun de leur destin. C'est ça, la République. Donc, encore faut-il mettre en place les outils qui permettent ça. Or, depuis la vague néolibérale de la fin des années 70, en fait, tout a été fait pour que petit à petit, des pans entiers de la décision échappent aux citoyens. Et ça finit par se voir. Mais on a l'impression d'être arrivé au bout de ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de crise de régime sous Emmanuel Macron. La France insoumise appelle à sa démission. Beaucoup de Français la souhaitent. En même temps, il y a ce que vous disiez, le calage des élections législatives sur celle des élections présidentielles qui, du coup, pipe un peu le jeu parce que, du coup, en fait, il n'y a pas deux types d'expression de la démocratie. Comment on est censé naviguer dans ça et ça serait quoi la solution pour en sortir? Alors, d'abord, cette crise démocratique intervient dans tous les pays développés, c'est-à-dire dans tous les pays qui ont subi cette dérégulation. Alors ça se manifeste différemment suivant l'histoire culturelle et politique de chaque pays. Donc, mais quand vous voyez les niveaux qu'atteint l'AfD en Allemagne, il y a très franchement de quoi s'inquiéter. Et le Trumpisme est une manière de réagir également à ce genre de choses. Il faut se souvenir de la réaction de ses électeurs quand Hillary Clinton les avait traités de déplorables. Half of Trump supporters into what I call the basket of deplorables. Ce mépris de classe était significatif d'une détestation de la part des élites de ce qu'incarnait le peuple, tout simplement. Et donc, il suffit de temps en temps de rappeler que voilà, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, comment on répond à cela? Parce que c'est une crise qui va prendre petit à petit des proportions terribles. Pourquoi? Parce que se greffent là-dessus les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, et donc vous avez une conjonction de phénomènes qui sont des raz-de-marée absolus et qui petit à petit vont fragiliser la possibilité même d'une démocratie, parce que d'abord, c'est une question, alors là pour le coup assez vertigineuse, mais que reste-t-il du citoyen autonome et responsable quand les algorithmes le connaissent mieux que lui-même? Et quand vous avez des gens qui finissent par penser que, après tout, si les algorithmes décidaient à notre place, ce serait pas plus mal et les décisions seraient pas plus mauvaises. Et ça va arriver très très vite. Deuxièmement, comment vous faites pour avoir des citoyens autonomes et responsables quand vous avez tout simplement une intelligence artificielle qui peut produire du faux en permanence et que donc nous ne pouvons plus nous accorder sur le réel. Parce que ça aussi, l'une des conditions de la démocratie, c'est la capacité à s'accorder sur le réel pour pouvoir ensuite en débattre. Et parenthèse là-dessus, qui permet en plus de pouvoir essayer de faire passer des vraies news pour des fausses, comme on l'a vu avec Emmanuel Macron et la gifle envers Non, le mais ça, c'est Brésil. magique. Le démenti de l'Élysée, c'est ce qui met le feu aux poudres. Pourquoi? Parce que d'abord, on ment. C'est-à-dire, on dit que les images n'existent pas, qu'elles sont fabriquées, que c'est du deepfake. Ça n'est pas du deepfake. Ou Rima Hassan et Orpi en disant que c'était une vidéo faite par IA, où là on se dit, l'IA est devenue une excuse pour Mais bien essayer de sûr. masquer la vérité. Mais bien sûr, et la façon dont les services de l'Élysée ont réagi à ça est caractéristique de l'incapacité des services politiques aujourd'hui à tout simplement répondre sincèrement et dignement aux faits et pour maintenir cette confiance nécessaire, ce contrat de confiance entre les citoyens et les représentants. Cette confiance est totalement rompue et nous risquons de le payer très cher. Donc il faut rétablir cette confiance. Et pour ça, eh bien, je pense que le problème, c'est que la classe politique actuelle n'est pas exactement armée. J'ai envie de poser la question de à qui profite le crime, entre guillemets. Qui gagne de cette situation? Parce que aujourd'hui, objectivement, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de vainqueurs du bordel ambiant en France. Qui sont, parce qu'on dit souvent les élites ont tué la France, mais
Qui sont ces élites? De quoi bénéficient-elles vraiment de la situation? Alors, les grands vainqueurs, ce sont des multinationales déterritorialisées qui, elles, profitent à plein de ce système qui fait que on peut échapper à l'impôt, qu'on peut en toute légalité optimiser, jouer des filiales et des maisons mères partout en Europe. Ça, ce sont les grands vainqueurs. Et j'allais dire que finalement, la classe politique actuelle n'est que le dindon de la farce. C'est-à-dire qu'ils sont pas tous. D'abord, il faut bien rétablir les choses. Il y a beaucoup de gens qui sont profondément sincères. Et c'est simplement que l'enfer est manipulé, quoi. Oui, et puis l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ils sont pétris de certaines idéologies dont ils n'arrivent pas à se sortir. Mais les gens qui aujourd'hui choisissent de faire de la politique ne sont pas des pourris. C'est pas vrai. En tout cas, il y en a, évidemment, il y en a comme partout. Mais c'est à peu près la même proportion que partout. Le problème n'est pas là. Le problème est ils sont le produit d'une idéologie qui, pendant 30 ans, s'est imposée. Leur monde est en train de s'effondrer, puisque cette idéologie, vous le disiez, arrive à son terme, c'est la fin d'un cycle. La mondialisation heureuse, les dividendes de la paix, je veux dire, ceux qui critiquaient ça à l'époque, il y a 20 ans, se faisaient traiter de réactionnaires, de ringards, de fachos, etc. Voilà. Aujourd'hui, ça semble évident à tout le monde que c'était quand même une énorme boulette et qu'il aurait peut-être fallu réagir avant. Donc, tout le monde retourne sa veste, évidemment, mais le problème est que pour réellement être efficace dans la lutte contre les phénomènes qui sont en train aujourd'hui d'émerger et qui sont la conséquence de notre absence, de notre inconséquence, pour pouvoir lutter contre ces phénomènes, il faut les avoir pensés correctement, avoir des convictions chevillées au corps. C'est-à-dire, c'est pas un converti de la 25e heure qui tout à coup s'est aperçu que la souveraineté c'était formidable, qui va réellement avoir le courage de mener les politiques qui doivent être menées. Donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des gens, des hommes politiques qui donnent l'impression de se saisir d'un mot, d'un concept, parce que ça fait bien. Je pense à celui de souveraineté, mais il y en a beaucoup d'autres, et qui le rincent. Mais en fait, dans les faits, dans les actes, il n'y a rien. C'est-à-dire que jamais les actions concrètes qui devraient être mises en œuvre ne le sont. Regardez, ça fait 3 ans qu'on nous explique qu'on est en guerre. Il n'y a pas une commande de l'État auprès des industries de défense françaises. Rien. Ils attendent que les carnets de commandes se remplissent. Enfin, c'est une aberration. C'est la même chose pour le nucléaire. Le discours d'Emmanuel Macron était de février 2022 à Belfort. On attend toujours que soient réellement signés les contrats qui vont permettre de mettre en œuvre accessoirement, on va du coup fabriquer des EPR. Or, l'EPR est déjà une technologie un petit peu dépassée et il faudrait passer plutôt directement à la technologie suivante. Mais enfin, là aussi, si vous lisiez le communiqué, là, il y a quelques mois, du Conseil de politique nucléaire, donc communiqué de l'Élysée, au lendemain de ce conseil, donc nous allons lancer la construction d'EPR, donc merci, ça fait 3 ans qu'on l'annonce, c'est bien, et nous allons relancer la recherche sur la fermeture du cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur les technologies qui permettent d'utiliser les déchets de nos centrales pour refabriquer du combustible. Ça, c'était l'objet du projet Astrid, qui a été arrêté en 2019 par Emmanuel Macron. Vous imaginez le temps perdu, l'argent perdu, les ingénieurs qui sont partis ailleurs, qui ont été recrutés par d'autres pays. Voilà, c'est quand même une absurdité. Tout est comme ça. On a l'impression, avec les questions de dérapage budgétaire qu'on a eues sous Bruno Le Maire et qui continuent d'empirer, on a eu l'impression... Alors, il peut y avoir une question d'incompétence, mais on a presque surtout l'impression d'un tâtonnement, en fait, qu'on ne sait plus ce qu'on fait. Où sont passés les comptables, où sont passés les contre-pouvoirs, où sont passés les dirigeants. Tout est fait dans l'organisation de la puissance publique pour qu'il soit impossible de calculer réellement qui paye quoi. Mais donc c'est intentionnel de rendre tout ça flou? Alors non, c'est une dérive, progressive, c'est un empilement de décisions, de normes entre différentes agences. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez là par exemple que François Bayrou a proposé que les préfets reprennent la main sur certains services de l'État directement au plus près du terrain, parce qu'en fait il y a des doublons partout, on ne sait plus qui fait quoi. Nous avons dans la santé 30% d'administratifs, alors qu'en Allemagne, c'est 13%. Bon, c'est une dinguerie. Et tout est comme ça parce que je dirais que, en fait, l'impuissance du politique est compensée
par un empilement de normes. Pour faire croire qu'on agit, on crée de la norme et de la loi. Le problème des finances publiques, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas de vision à long terme. Donc, pour résumer, on a une droite qui explique qu'il y a trop d'impôts et que donc il faut baisser les impôts et les charges, ça va par magie rétablir de la compétitivité et donc évidemment baisser les impôts en particulier des entreprises, mais aussi des plus favorisés. Et puis de l'autre, vous avez une gauche qui vous explique que il faut surtout... et la droite est pour, du coup, raboter la dépense publique. Mais la gauche, elle, vous explique qu'on ne touche pas à la dépense publique. Toutes les dépenses sont formidables. En revanche, on va aller prendre l'argent aux riches et aux entreprises. Donc, vous avez comme ça une espèce de vision complètement hémiplégique, alors même qu'il y a évidemment des dépenses publiques qui doivent être contrôlées. Il y a des excès évidents, que ce soit l'augmentation des arrêts maladie, que ce soit, alors là, Pierre dans le jardin de la gauche, dans le jardin de la droite, mais les aides aux entreprises, le CICE par exemple, qui n'a jamais été évalué, qui n'a jamais rapporté un seul emploi. Bon, si vous rabotez toutes ces aides, vous gagnez entre 100 et 150 milliards que vous pouvez réintroduire sous forme de baisse de charges, qui là vont être un avantage. Mais si vous faites ça sans jamais vous poser la question de savoir pourquoi on a désindustrialisé, de toute façon, vous vous condamnez, et c'est le problème du discours de droite libérale aujourd'hui, vous vous condamnez à l'inefficacité, puisque en fait, il y a un point aveugle dans le discours de la droite, c'est que ce discours de compétitivité ne tient pas compte de la concurrence déloyale qui est organisée à l'échelle européenne, et qui, de toute façon, fait que pour atteindre une compétitivité par rapport au dumping social que pratique la Roumanie, ou d'ailleurs d'autres... Ou le dumping fiscal de l'Irlande, des Pays-Bas, qui sont le plus gros paradis fiscal en Europe, ce sont les Pays-Bas. Si vous ne tenez pas compte de ça, vous vous condamnez à échouer. Comment vous regardez ce qui se passe en Argentine avec Javier Milei, ce que Elon Musk a voulu faire aux États-Unis avec le Dodge, qui finalement a été complètement défoncé par la Big Beautiful Bill de Donald Trump pendant créer un parti, et même dans une mesure moindre, ce que fait Giorgia Meloni en Italie, qui tente d'avoir cette logique-là. Est-ce que c'est une solution pour la France ou est-ce qu'on n'est de toute façon pas le pays pour ? Je me méfie énormément de cette mode. On voit bien. Du Afuera. Oui, c'est ça. Et puis quand je vois Éric Ciotti qui se met à parler de tronçonneuse pour faire comme Javier Milei, enfin tout ça est assez grotesque. Raboter indistinctement les dépenses publiques, d'abord, ça relève d'une logique libertarienne qui n'a rien à voir avec l'organisation historique de l'État en France. Donc, ce n'est pas notre culture et ce n'est pas notre pacte politique et social. Il faut évidemment revoir l'ensemble des dépenses publiques, faire baisser le poids des normes, des agences les Français n'imaginent même pas tout l'argent qui est dépensé bêtement. Je pense rien qu'à une chose, les dépenses de communication de toutes les collectivités territoriales. Enfin, regardez votre courrier entre la gazette de votre maire, la gazette de l'intercommunalité, la gazette du département, la gazette de la région, avec à chaque fois des élus qui font leur pub. Des réseaux sociaux et des newsletters. C'est ça. Tout travail. Ça est complètement fou. Pardon, mais c'est fou. Bon, outre le fait que vous avez évidemment des régions qui votent des subventions à des associations à l'autre bout du monde parce que ça fait bien pour la région de faire des bonnes œuvres. Enfin, pardon, mais c'est une gabegie complètement folle. Donc il faut tout remettre à plat. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire en tronçonnant, c'est-à-dire de façon en fait totalement démagogique, violente. Il y a des gens derrière, il y a des gens pour le coup qui travaillent et qui travaillent sincèrement. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, je suis la première à dire que le fait d'avoir embauché 1 million de fonctionnaires de fonction publique territoriale sur les 20 dernières années me semble une folie dans la mesure où la France n'était pas sous-administrée, donc il y a des doublons très clairement. Mais une fois qu'on a dit ça, on en fait quoi de ces gens ? On va pas leur cracher à la figure, on va pas dire qu'ils sont inutiles, ce sont des gens qui sont pleins de bonne volonté, qui essayent de faire leur travail. Donc il faut réorienter petit à petit, donc permettre la mobilité entre les différentes fonctions publiques pour former les gens et les mettre là où on en a besoin. Je pense que ça peut être intéressant d'utiliser les compétences des uns et des autres pour retrouver un peu plus de marge de manœuvre dans la fonction publique dont on a un urgent besoin, que ce soit l'enseignement, que ce soit l'ensemble des
on va dire des forces de sécurité, quelles qu'elles soient, etc. Donc, il faut réfléchir à ça. Là, dans la justice, on a besoin de monde. Eh bien, réorientons petit à petit. Voilà, ça va pas se faire brutalement, parce que ça, c'est pas très malin et ça crée de la souffrance. Mais il y a cette phrase très connue qui disait « De toute façon, en France, on peut se faire élire par les retraités et les fonctionnaires. » C'est bien le problème. Je voulais en profiter pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. C'est ça qui nous nourrit et c'est ça qui nous donne envie de continuer, d'avoir encore plus d'ambition pour les formats. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je compte sur vous pour le faire. Est-ce que, en fait, du coup, l'État ne devient pas un peu juge et partie de ses propres dépenses? Oui, bien sûr, je vois très bien, et c'est tout le problème. Si vous regardez là, actuellement, les débats politiques sur la question de la réforme des retraites, vous vous apercevez qu'il n'y a qu'un seul sujet sur lequel tous les partis politiques, et je dis bien tous, du RN jusqu'aux Insoumis, sont d'accord, c'est pour ne pas augmenter pour ne pas baisser, les pensions de retraite. Pourquoi ? Parce que ce sont les retraités qui votent majoritairement. Enfin, pardon, il faut le dire un peu brutalement. Et je n'ai rien contre les retraités, même les retraités les plus aisés, même si nous savons bien que nous sommes le pays qui est le plus généreux dans la redistribution par les retraites. Mais il y a un moment, c'est-à-dire que là, il y a un moment où il faut le dire clairement. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont à la retraite. Le problème, c'est que les Français n'ont pas conscience de ce que c'est réellement que le système par répartition. Donc, quand vous avez des gens qui, très sincèrement, vous disent « Mais moi, j'ai cotisé toute ma vie, j'ai bien le droit de toucher ma retraite », oui, mais en fait, ils ont pas cotisé pour leur retraite, ils ont cotisé pour les gens qui étaient à la retraite à l'époque et qui étaient beaucoup moins nombreux. Donc, en fait, ceux qui ont cotisé dans les années 80, c'est-à-dire qui sont partis à la retraite à 60 ans, après avoir cotisé 1 euro, touchent actuellement 2 euros de retraite. Vous voyez ? 1 euro pour 2 euros, alors que ceux qui cotisent aujourd'hui pour 1 euro vont toucher moins d'1 euro. Le système par répartition ne marche que s'il est équitable. C'est le principe. La répartition, c'est qu'on répartit. On répartit en fonction de l'argent qu'il y a là, maintenant. Donc, s'il n'y a plus assez d'argent parce qu'il n'y a pas assez d'actifs, accessoirement parce que les générations d'avant n'ont pas fait assez d'enfants, il faut absolument rééquilibrer pour que tout le monde fasse les mêmes efforts. Donc, pour l'instant, nous avons choisi une société où l'effort pèse sur les actifs. Ce sont eux qui portent tout, ce sont eux qui n'arrivent pas à se loger, ce sont eux qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail, le marché de la vie. Et je pense que c'est une folie parce que ça veut dire qu'on obère l'avenir. Et que la démographie le dit, c'est-à-dire que nous voyons en effet les Français qui, pour la première fois, font beaucoup moins d'enfants qu'avant. Eh bien, pardon, mais ça signifie que les gens n'ont plus confiance en l'avenir. Et je trouve ça très grave. Donc, ça veut dire qu'il faut proposer un modèle de société qui soit juste entre les générations. Et je crois que les gens qui sont actuellement à la retraite et qui, en effet, estiment qu'eux, ils ont travaillé, ils n'avaient pas les 35 heures, ils ont mérité. Oui, c'est vrai, ils ont mérité. Mais peuvent-ils réellement se réjouir, accepter un avenir dans lequel leurs enfants, leurs petits-enfants ne pourront pas vivre décemment, ne pourront pas vivre dans un pays sûr, un pays qui joue son rôle. Je ne pense pas qu'ils s'en satisfassent. Donc, il faut les embarquer dans un projet où on rééquilibre petit à petit. Et ça n'est possible que si dans ce projet, il y a une création de richesse qui permet quand même que les efforts ne soient pas du sang et des larmes uniquement. C'est-à-dire, je reviens c'est mon obsession, mais un projet politique aujourd'hui doit s'appuyer sur un impératif, le premier, le seul, tous les autres viennent après, c'est de produire sur le sol français. Parce que ça recrée de l'emploi, ça recrée de la richesse, ça préserve des savoir-faire, ça préserve des territoires, ça les fait vivre. Or, on a des territoires qui sont en train de crever. Et donc, ça permet ensuite à l'État d'avoir des services publics et de jouer son rôle d'irrigation du territoire. Donc, c'est ça l'impératif. Et il faut une politique qui aille dans ce sens. Après, derrière, vous parlez dépenses publiques, rééquilibrage. En effet, on fait attention. Je pense que sur les dépenses de santé, il y aurait évidemment deux, trois choses à faire pour éviter cette espèce d'inconséquence. Administrative que vous évoquiez plus tôt. Mais bien sûr. Non, et puis aussi le fait qu'il faut que les Français se rendent compte de ce que sont les dépenses de santé. Moi, je suis pas contre qu'on responsabilise les individus en leur inscrivant systématiquement combien ça coûte exactement, qu'on le sache, parce que de fait, nous avons la chance de vivre dans ce système-là.
Alors j'entends la petite musique qui monte, c'est du socialisme, etc. Le problème n'est pas là. Le problème est en effet que ça ne peut tenir que si les individus sont responsables. Et pour qu'ils soient responsables, il faut qu'ils soient informés en permanence et que justement on leur dise voilà, vous faites partie de ce système. Vous ne vous faites pas avoir. On va garantir que vous ne vous faites pas avoir, que vous ne payez pas plus que le voisin, que vous n'en aurez pas moins que le voisin. Mais en échange, chacun va, on va dire, se contenir et faire ses choix. Vous voyez ? Mais sur le fait d'être bien informé et d'être des citoyens éclairés, on voit quand même énormément de gens qui en ont plus rien à faire et pour qui c'est un repoussoir absolu. Les sujets d'actualité, de politique, de débat, tout ce qu'il y a avec. Il y a même des gens qui ont dit, moi j'adore le crayon, c'est super débat, mais je suis fatigué en fait. Il y a une fatigue informationnelle qui est évidente, qui est énorme et qui est liée aussi à l'impression qu'il n'y a pas de solution et de débouché politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux gens de s'intéresser à ces sujets-là tout en leur faisant sentir qu'en fait, soit il n'y a pas de solution, soit la solution va être extrêmement violente, pénible, et que de toute façon, on va vers le pire. Et je ne vois pas bien comment on peut les embarquer. Dans ces cas-là, en effet, chacun se dit, je vais me renfermer sur ma bulle et essayer de survivre dans ce monde hostile. Donc, il faut recréer un destin commun, une épopée collective. C'est ça le sujet. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter aux gens sur l'avenir de la France ? Moi, je crois que ce pays, non seulement a des ressources extraordinaires, a des citoyens qui sont des gens bien. Moi, ceux que je croise partout où je vais vous dire, un de mes plaisirs dans la vie, c'est d'aller au salon du Made in France. Tous les ans, c'est une bouffée d'oxygène. Vous voyez des gens qui ont envie d'entreprendre, qui se retroussent les manches, qui sont créatifs, qui ont un enthousiasme extraordinaire. Et Dieu sait qu'il en faut pour justement avoir envie de créer de l'emploi en France, de produire en France, etc. Voilà. Donc, le terreau existe. Donc, il faut garantir à tous ces gens que leur énergie ne sera pas gâchée, ne sera pas dépensée pour rien. Et là, vous verrez qu'on arrivera à recréer une énergie collective, une envie donc de faire les choses ensemble. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est au contraire des forces centrifuges et donc des gens qui se réfugient sur leur sphère individuelle parce qu'ils ne croient plus en un destin commun. Eh bien, il faut reconstruire ce récit d'un destin commun. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une compétition du temps d'attention il faut, au-delà de l'intérêt qu'on porterait pour son pays en tant que citoyen, la volonté de voter, le fait que entre une interview de Natacha Polony sur le crayon et un stream de Amine ou de Squeezie, un Fortnite avec ses potes, un Jurassic Park 158, il y a quand même aujourd'hui une offre de contenu ultra... Alors ça, c'est une problématique pour les médias au sens large. C'est-à-dire que nous sommes en concurrence avec tous les autres abonnements, avec Netflix, avec Deezer, avec bien sûr. Et vous avez raison, du temps de cerveau disponible. Le problème, c'est d'arriver à montrer aux gens qu'ils peuvent se faire du bien par là. Or, si, encore une fois, les informations que nous leur donnons créent du stress, de l'angoisse, sans la capacité à transformer ce stress en un engagement et quelque chose qui peut aller vers le mieux, alors c'est sûr qu'on est perdant. Ils iront se faire du bien, en effet, en jouant à Fortnite, etc. Donc il ne s'agit pas de leur raconter des bonnes nouvelles. Moi, je considère que la lucidité, c'est ce qu'il y a de plus noble. Et que de toute façon, voilà. Il y a quelques médias qui marchent bien dans le domaine des nouvelles. Oui, mais bon, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut analyser aussi ce qui ne va pas, mais systématiquement en proposant autre chose. Ça ne sert à rien de critiquer quand on n'a rien de mieux à proposer. Un non doit toujours déboucher sur un oui. Ça ne suffira peut-être pas à ramener vers les médias des gens qui, en effet, ont considéré que le monde était trop violent pour eux. Et on ne va pas leur jeter la pierre. C'est-à-dire que dans un monde où la sphère professionnelle est devenue brutale, parce que c'est ça, sous couvert de management positif et autres trucs de ce genre, en fait, nous sommes dans une brutalisation des rapports sociaux, au même titre qu'il y a une brutalisation des rapports internationaux. Donc, cette souffrance-là n'est plus compensée par l'idée qu'on va aller vers du mieux. Parce que le projet républicain est abîmé, parce que les gens ne croient plus au lendemain qui chante, parce qu'il n'y a plus même
d'église pour faire croire que on souffre dans ce monde, on en bave, mais que ce sera mieux après la mort. Vous voyez, donc les gens ont décidé de se faire du bien comme ils peuvent, et on peut les comprendre. Mais moi, je ne me résous pas à ça. C'est-à-dire que je considère que je suis responsable du monde dans lequel j'ai laissé mes enfants, et donc il faut essayer de l'améliorer, et qu'on n'arrivera pas à l'améliorer tout seul. Voilà, je ne me résous pas à être spectatrice, et je pense que ce qu'a apporté la France au monde, j'y insiste, c'est cette idée extraordinaire du peuple souverain. C'est-à-dire cette idée que des êtres humains peuvent s'organiser en dehors d'une transcendance, en dehors de lois divines, et décider ensemble ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent être. C'est ça qui va créer du bonheur collectif, parce que je n'ai pas peur du mot bonheur. Le XXe siècle a abîmé ce mot-là en laissant croire que quiconque pensait à un bonheur collectif était déjà sur la pente du totalitarisme. Bien sûr que la définition du bonheur, elle est individuelle. Chacun le voit là où il veut et là où il croit. Même la question du bien et du mal, qui est une question où on entend beaucoup de gens, d'ailleurs souvent à droite ou à gauche de l'échiquier politique, de manière non distincte, se revendiquer d'être du bon côté de l'histoire. Alors, de manière terrifiante, si vous voulez mon avis. Disons-le clairement, je crois que si on devait définir pour moi les défauts humains les plus dangereux et les tendances les plus dangereuses, je dirais que le plus dangereux, c'est la bonne conscience. Les gens qui sont pétris de bonne conscience me font très peur, parce qu'en effet, ils considèrent qu'ils sont dans le camp du bien. Et quand on est pétri de bonne conscience, on ne doute pas. Et puisqu'on est dans le camp du bien, on a tous les droits. Voilà. Et je le disais tout à l'heure, il y a aussi une autre tendance qui est dangereuse, c'est la frustration. Parce que la frustration crée de la haine, du ressentiment et de la violence. Or, nous sommes dans une société qui crée de la frustration. Le principe même du consumérisme, c'est de créer de la frustration, puisque on vous met sous le nez des choses que vous ne pourrez peut-être pas avoir, et que les autres ont, et on vous crée l'illusion que les autres sont tellement plus heureux que vous. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. Cette scène est ressortie beaucoup sur TikTok, beaucoup de gens la partagent. Parce qu'elle parle à des gens, bien sûr. Exactement, et notamment avec la série Sévrance, qui avait mis aussi un peu en question cette question du monde du travail. Il y a un mélange entre l'IA, qui pourrait tous nous remplacer, ou devenir une superpuissance technologique qui change drastiquement le monde du travail, et en même temps, de l'autre côté, de moins en moins d'aspiration à l'aventure collective même d'une entreprise. Mais... est-ce que ça n'a pas aussi un impact sur le fait de changer le monde, quoi, en fait ? Bien sûr, mais le problème là-dedans, c'est que tout ça a été théorisé. Par exemple, dans les années 90, vous aviez cette réunion de... Je ne sais plus quel était le cadre. C'était par les différents acteurs de la trilatérale, etc. Et vous aviez, à ce moment-là, des gens, tous les décideurs mondiaux qui s'étaient réunis. Et Brzezinski avait théorisé à l'occasion de cette réunion, donc on est en 95, l'idée du 80-20. C'est-à-dire que la numérisation, disait-il, va aboutir à ce qu'en gros, on ait besoin de 20% de l'humanité pour travailler. Donc il va falloir occuper les 80% restants, d'abord les occuper à consommer, pour faire marcher la machine économique, et puis il faut pas qu'ils se révoltent. Et donc il avait forgé le concept de tititainment. Alors, de tits, les nichons, et entertainment. Alors, l'idée, c'était de dire, voilà, on va les abreuver à un lait, comme le lait de la mer, quoi, les nourrir, de divertissement, pour les occuper, pendant que les autres produiront et créeront la richesse. Je crains que l'IA n'accélère cette dérive progressive, et c'est contre ça que je pense qu'il faut se battre. Pourquoi ? Parce que un être humain, fondamentalement, a besoin, je le crois profondément, pour son équilibre et son épanouissement, d'aspirations qui le dépassent, qui dépassent le cadre de sa simple vie. Pas forcément de la transcendance, une forme de spiritualité qui l'inscrit dans le temps long et lui laisse penser que sa vie ne va pas s'arrêter le jour de sa mort. Et si nos sociétés consuméristes ne sont pas capables de l'offrir, alors nous créons soit
du ressentiment et de la frustration, soit nous laissons les individus aller chercher cette transfiguration ailleurs. Et je cite souvent ce qui m'avait terrifié à l'automne 2014, donc avant les attentats de Charlie Hebdo. Souvenez-vous, il y avait cette vague de jeunes partis faire le djihad en Syrie, et il y avait un jeune homme qui avait été reconnu sur les vidéos, qui décapitait et égorgeait des otages en Syrie, et qui était un jeune homme qui venait du bocage normand. Il avait grandi dans un village qui s'appelait le Beau-Roger en Roumois. Vous voyez le côté improbable de tout cela. Et les médias étaient allés interroger le maire du Beau-Roger en Roumois, qui était évidemment effondré et qui disait « Mais je ne comprends pas, nous faisons tout ce que nous pouvons pour la jeunesse, nous avons un skatepark, un dojo ». Et là, j'étais consternée. C'est-à-dire que, évidemment, le pauvre faisait ce qu'il pouvait, mais comme si c'était le fait de mettre un skatepark qui allait offrir une perspective à des jeunes. Et je crois qu'en fait, si nous ne recréons pas cette épopée républicaine française, c'est-à-dire cette idée absolument géniale d'êtres humains qui ont un destin commun et qui ont envie de porter une certaine idée de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, eh bien, les modèles identificatoires qui iront se chercher les jeunes gens, ce sera le djihadiste ou le super-héros Marvel. Ni l'un ni l'autre ne me satisfont réellement. Je comprends, et en fait, ce que vous êtes un peu en train de décrire, c'est comme si on était un peu venu à bout du modèle individualiste, en fait. Tout l'enjeu politique, au sens le plus noble du mot politique, aujourd'hui, c'est l'articulation entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire qu'évidemment que je suis pour les droits individuels et que je crois qu'il y a un épanouissement individuel nécessaire pour chacun. Et quand je parlais de bonheur collectif, c'est la possibilité pour chaque individu d'inventer son propre bonheur. Mais ça ne se fait pas sans quelque chose de commun. Ça ne se fait pas sans un projet. Récemment, où il y a eu plus de baptêmes, plus de... Voilà, oui, sauf que moi j'ai tendance à penser que l'idéal collectif qu'a inventé la France, c'est-à-dire cette idée encore une fois, de la liberté humaine, de l'égalité, de la fraternité, d'une forme de dignité, avec ce projet républicain qui consiste à dire, eh bien, on va récompenser le mérite, on va récompenser ceux qui savent, ceux qui transmettent, ceux qui font des efforts, ceux qui créent. Tout ça me semble un projet absolument magnifique et qui n'est pas épuisé et qui peut porter, en plus, qui peut être un modèle pour le reste de l'humanité. C'est-à-dire que nous avons un modèle à opposer au consumérisme américain ou à la brutalité des systèmes dictatoriaux ou autoritaires. Mais portons-le, mettons-le en avant. Mais est-ce que c'est pas à l'échelle d'un État extrêmement difficile de faire ça? Parce que sur ce sujet un peu de d'essoufflement de l'individualisme, de chacun est le héros de sa propre histoire, quand je parlais de la recrudescence des baptêmes, moi je suis pas croyant, mais je me rends compte autour de moi, dans mon entourage, alors je suis pas partout en France, même si ça m'arrive de bouger beaucoup sur le territoire, mais il y a des recrudescences de clubs d'échecs, de clubs de course, de clubs de foot, de plein de choses comme ça qui, pour lutter presque contre la solitude, en fait, de ce qu'on décrivait avec les Street Fight Club. Mais cette solitude, ça, c'est un sujet absolument gigantesque. Mais cette solitude vient aussi, justement, de la difficulté à s'inscrire dans un avenir, dans un destin. J'ai le souvenir de cette statistique à Berlin. Vous avez 6 foyers sur 7 qui ne comportent pas d'enfants. Vous vous rendez compte ? 6 foyers sur 7. C'est d'ailleurs pour ça qu'Angela Merkel, à l'époque, avait été obligée d'écrire une loi pour prescrire que les cris d'enfants ne sont pas une nuisance sonore, parce que les gens qui habitaient près des écoles ou des crèches se plaignaient et faisaient fermer les crèches. Fermer les crèches. Oui, parce que forcément, quand on n'est plus concerné, ça devient gênant, les nuisances sonores. C'est pour vous dire que la solitude va être aussi un des grands sujets à venir, et le traiter de différentes manières, c'est-à-dire à travers, en effet, l'avenir qu'on offre aux enfants, à travers la solidarité intergénérationnelle, à travers tous les lieux de sociabilité qui doivent être maintenus, or qui ont été éradiqués pendant trop longtemps. Partout en France, vous avez des villages où vous n'avez plus une boulangerie, plus un café, plus rien. Tout est fermé. Les gens sont seuls chez eux. C'est tragique. Donc, il faut recréer ces lieux de sociabilité. Pour ça, il faut revivifier ces territoires. Et pour ça, il faut qu'il y ait de l'emploi. Donc, il faut réindustrialiser. Tout se tient, bien sûr. Mais ça veut dire que quand vous parlez des
renouveaux, des baptêmes, des choses comme ça. La seule chose qui m'incite à me poser quelques questions là-dessus, c'est que j'ai l'impression que c'est parfois, en fait, un renouveau sur un mode très identitaire. C'est-à-dire de se recréer une communauté en se vivant comme une communauté minoritaire fragile. Et donc, en mettant l'accent sur le ritualisme, par exemple, sur tous les codes qui permettent de se reconnaître comme appartenant à cette communauté. Ce qui, pour moi, est le contraire absolu de la spiritualité. Bien sûr, mais c'est ce qu'on retrouve dans les religions, ce qu'on retrouve dans le foot, c'est ce qu'on retrouve bien sûr. Dans beaucoup de domaines. Voilà, mais sauf que, justement, tout l'intérêt des religions, c'est quand elles se détachent du ritualisme. Mais là, pour le coup, je donne mon avis personnel, et ça n'engage que moi et pas le média, mais moi, j'ai l'impression que c'est l'étape d'après de l'individualisme, en fait. Mais bien sûr. C'est parce que mais tout à fait. On est passé de société qui fait société à l'individu héros de sa propre histoire. L'individu héros de sa propre histoire se rend compte qu'il n'est pas plus heureux avec les applications de rencontre tout le reste, et du coup, essaie de regrossir son groupe. Mais bien sûr, mais c'est d'ailleurs pour ça que, premièrement, j'ai un combat qui est un combat purement linguistique, mais en fait philosophique et politique, c'est que je me tue à expliquer aux journalistes, aux animateurs de plateau télé que non, on ne parle pas de communauté machin, communauté truc, etc. C'est apparu il y a à peu près 15-20 ans. Et depuis, il y a des communautés à toutes les sauces. Maintenant, il y a la communauté barbue, la communauté... Enfin bon, pardon, mais en France, il n'existe qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Pourquoi ? Justement parce que le principe républicain est un principe d'émancipation. Et que c'est ça qui est génial dans la République française. C'est qu'on ne va pas vous enfermer dans une communauté. Nous sommes tous le produit de ce que j'appelle des strates identitaires. Je suis une femme, mais je n'appartiens pas à la communauté des femmes. Pourquoi ? Parce que c'est une part de mon identité, mais ça ne me résume pas. Et il y a d'autres moments où d'autres parties de mon identité vont prendre le pas et je réinvente en permanence cette identité. Le problème du communautarisme, c'est qu'il implique des identités figées. C'est très rassurant. Ça permet justement de combler ce manque d'espace collectif. Mais ça peut très rapidement devenir un asservissement et on le voit très bien parce que, en effet, toute communauté, et en particulier les communautés religieuses, ont petit à petit tendance à étouffer et à emprisonner. Et le fait que l'apostasie, par exemple, dans certaines religions, soit punie de mort est une preuve qu'il y a là un besoin d'enfermer les individus. La République dit « Vous êtes un individu libre, donc vous avez le droit de ne pas appartenir à votre communauté de naissance. Vous avez le droit d'être différent de votre différence. Avant le droit à la différence, il y a le droit à être différent de sa différence. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans un milieu musulman ou dans un milieu catholique que votre destin est d'être cela. Vous allez construire ce destin à travers vos propres capacités, votre propre histoire, vos rencontres. Et c'est ça la richesse de la République. Vous pouvez choisir de rester parmi la communauté qui est celle de vos origines, mais vous pouvez aussi vous en émanciper. Je comprends, et le discours sur le papier est inspirant pour beaucoup de monde, et beaucoup de Français aspirent à cette promesse-là, et ça sera un peu le dernier volet de cette interview, mais socialement aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance. Et il y a beaucoup de souffrance économique, évidemment, mais aussi beaucoup de souffrance, on revenait juste avant, sociale. Et donc, en fait, les gens, soit se sentant seuls, même si économiquement ça tient la route, ou ne tenant pas la route économiquement, sont obligés de s'agréger. Et là, les communautés religieuses, de quartier, de sport, de loisirs, d'école ou autres, font bouclier, en fait, sont un peu le remplacement de la cellule familiale historique qu'on avait dans les années 60. Alors, premier point, en effet, vous avez raison d'insister sur la question de la cellule familiale, c'est-à-dire que l'augmentation du nombre de familles monoparentales crée de la solitude. Donc, et là, nous manquons d'une véritable politique publique à destination des familles monoparentales. Pardon, mais si on fait le bilan, et on ne va pas empêcher les gens de divorcer. Ouais, on ne va pas revenir en arrière. Voilà, donc soyons clairs. Donc la question, c'est comment on fait pour traiter ce sujet et aider. Parce que l'immense majorité des familles monoparentales, ce sont des femmes. Ça crée de la pauvreté, ça crée de l'échec scolaire. Donc, vous pouvez décliner comme ça toutes les conséquences. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une véritable politique publique pour répondre à cet enjeu. Notamment par des gardes d'enfants efficaces avec des horaires qui répondent aux besoins, notamment par des aides. Deuxième point, cette solitude dont vous parlez, elle vient aussi de la transformation de notre tissu économique. Pourquoi ? Parce que l'industrie, ça crée
des corporations, le sentiment d'une appartenance. C'est un type de métier dans lequel vous pouvez beaucoup plus facilement vous syndiquer. Le problème, c'est que l'évolution du marché du travail vers des sociétés de services au sens large a totalement éclaté tout cela. Et vous avez au contraire des individus atomisés, le pire étant le stade ultime, à savoir l'auto-entrepreneur qui est tout seul chez lui. Les chiffres explosent. Mais bien sûr, les chiffres explosent puisque tout a été fait pour orienter vers ça et puisque justement, on a trouvé que c'était formidable de ne plus avoir d'industrie, de ne plus avoir d'usine chez nous et qu'on allait remplacer ça par des emplois de service. Or, les emplois de service, de quoi parle-t-on ? On parle très souvent d'emplois d'aide à la personne qui sont des emplois extrêmement précaires, solitaires, où on ne choisit pas ses horaires. C'est souvent par des femmes, très peu de gains de productivité, très peu de valeur ajoutée. Donc, de la solitude, de la fragilité, de la précarité, pas de statut. Et puis, vous avez en effet des auto-entrepreneurs. Ça a été là aussi, on a fléché vers cela. Accessoirement, on se prépare une bombe sociale parce que ce sont des gens qui ne cotisent pas pour leur retraite. Donc, ça va être problématique à un moment donné. Parmi le bilan d'Emmanuel Macron, il y a aussi le fait d'avoir favorisé l'implantation d'Uber et de ce genre de plateforme en France. Or, je suis navrée, mais c'est absolument scandaleux du point de vue social et du point de vue économique. C'est-à-dire, du point de vue social, on est dans l'esclavage pur, et du point de vue économique, ce sont des plateformes qui ne payent pas leurs impôts en France, qui contournent systématiquement. Donc, le pire du pire. Donc, croire qu'on allait rétablir l'économie du pays et renforcer le pays avec ça, c'était une forfaiture absolue. Pour revenir un peu au point de départ, cette vision un peu gaulliste sociale que vous défendez, est-ce qu'aujourd'hui, elle est incarnée par quelqu'un ? Est-ce que vous voudriez y aller un jour ? Enfin, comment ça se matérialise en termes, pour le coup, de personnalité ? Alors, très clairement, pour l'instant, ça n'est pas représenté comme courant, et c'est même l'absurdité totale, c'est que c'est un courant qui est majoritaire dans le pays, potentiellement, qui répond aux aspirations des Français, et personne ne le porte. Et ça, c'est là le cœur de la crise politique que nous vivons. Après, c'est ça, Simon Créneau, pourquoi personne ne le porte ? Un jour, j'étais sur un plateau de télévision avec un éditorialiste, bon, je ne vais pas le citer pour pas, voilà, mais éditorialiste très célèbre, et j'expliquais ça, et je disais, quand vous regardez les dynamiques des différentes politiques, des différentes campagnes présidentielles sur les 20-30 dernières années, vous vous apercevez que la dynamique est toujours du côté de ce qui va incarner une forme de gaullisme social. C'était la fracture sociale de Chirac, c'était Chevènement en 2002 au début, c'était même dans la façon dont Sarkozy à un moment donné parlait, utilisait le discours de Guénaud, voilà, il y avait une demande, il y avait quelque chose, et ça. Même Macron, je disais, en 2017 avec mais bien sûr, en même temps, voilà. Il y avait un peu ce truc de. Exactement. Et donc je disais, mais enfin c'est quand même incroyable, on sent bien que c'est l'aspiration des Français, et c'est quand même curieux, personne ne mène cette politique-là. Et là, cet éditorialiste me dit, mais c'est peut-être parce qu'en fait c'est un très bon discours pour gagner, mais qu'après, une fois qu'on est au pouvoir quand même, on fait la politique raisonnable. Et là, je lui ai dit, écoutez, moi ça me dérange pas du tout qu'on soit pas démocrate, mais il faut le dire ouvertement. Donc les aspirations du peuple, vous vous asseyez dessus, hein, ça sert à les manipuler, mais derrière, on va faire le programme de l'oligarchie. C'est pas exactement l'idée que je me fais de la démocratie. Bon, donc il y a un moment où il va falloir peut-être être démocrate, c'est-à-dire faire en sorte de répondre aux aspirations du peuple. Je crois que c'est possible, ça nécessite énormément de volonté politique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas si facile, puisqu'il faut se coltiner différents intérêts divergents. Il faut bosser les sujets pour comprendre les mécanismes qui petit à petit contournent la volonté du peuple, tous les mécanismes qui empêchent de soutenir les PME françaises et de faire en sorte qu'elles puissent produire sans être soumises à une concurrence déloyale. Tout ça, ça nécessite beaucoup de boulot. Donc je pense qu'en fait, il y a de la part du personnel politique beaucoup d'idéologie, parfois une forme de lâcheté, et parfois une forme de, on va dire, de paresse. Le conformisme, c'est plus simple. Et vous un peu de travail. Écoutez, comment dire, je me suis déjà engagée parce que toute ma vie est un engagement. Je me suis engagée chez Chevènement en 2002. Je conçois ma façon de porter des idées comme une forme d'engagement. C'est ce que j'ai fait à Marianne, parce que c'était aussi comme ça que je l'avais appris de la part de Jean-François Kahn, qui lui s'était présenté pour le MoDem aux élections européennes. Là, donc, je vais créer cette revue qui est une revue trimestrielle. On va faire un crowdfunding. Elle va sortir
en novembre et elle permettra de porter ces idées-là et de montrer surtout que des idées comme ça viennent de tous les camps politiques. Il y a des gens bien et il y a des gens qui aiment la France dans tous les bords politiques. Or, je crois que là, l'enjeu, c'est de rassembler les gens qui croient en la France, qui croient que ce pays n'est pas perdu et qu'il a quelque chose à dire au monde. Et ça ne veut pas dire la France toute seule. Donc, pour l'instant, je porte des idées, j'agite tout ça pour essayer enfin de faire réagir. Et je crois que les citoyens attendent ça. Qu'est-ce que vous voudriez dire ou poser comme question à Emmanuel Macron ? Eh bien, peut-être que je lui poserai la question que Bonaparte a posée en revenant de sa campagne d'Égypte. Qu'avez-vous fait de cette France que je vous avais laissée si brillante ? Qu'est-ce que vous diriez à Elon Musk ? Il est sans doute un inventeur de génie, mais que je crois en l'homme et que je crois en la démocratie, et c'est ce qui fait notre différence. Qu'est-ce que vous diriez à Guillaume Meurice ? Je ne le trouve pas souvent drôle, mais que pour autant, j'ai pris position publiquement pour qu'il ait le droit de faire des mauvaises blagues et de ne pas être drôle. Qu'est-ce que vous diriez à Marine Le Pen ? Je lui dirais que je crois en sa sincérité, mais que je pense que qu'elle porte le poids d'une histoire et que ce qu'elle propose à la France, je pense, ne convient pas à une majorité de citoyens. Et ça ne veut pas dire que je la considère comme fasciste ou quoi que ce soit. Je ne crois pas qu'elle soit fasciste. Pas une seconde. Je ne crois pas qu'elle soit raciste. Je ne le crois pas non plus. Mais je crois que nous avons besoin de rassembler des citoyens de tous les horizons et de rétablir l'image de la France sur la scène internationale. C'est ça l'enjeu. Et qu'il faut réconcilier ce pays et que, hélas, son parti est trop marqué et qu'il y a en plus dans son parti des gens qui sont pour le clivage et la brutalisation des rapports. Que diriez-vous à Vladimir Poutine ? Les Européens se sont fait avoir systématiquement et de tous les côtés, que certains ont oublié qu'ils devaient défendre les intérêts des citoyens européens et ne surtout pas être inféodés aux États-Unis. Et que cette idée-là ne m'empêche pas de considérer que la Russie, dans l'état actuel des choses, pour des raisons qu'on pourrait décrypter, est devenue une puissance déstabilisatrice et que nous devons défendre nos intérêts. Nous devons défendre nos intérêts contre tous les impérialismes et contre toutes les forces qui essayent d'instrumentaliser l'Europe. La Russie en fait partie. Elle n'est pas la seule, mais elle en fait très très clairement partie. Que diriez-vous à Rachida Dati ? C'est que son côté culotté et sa capacité à mettre les pieds dans le plat sont très intéressants, mais que j'aimerais beaucoup qu'elle les utilise davantage pour porter des combats dans le domaine de la culture et qu'il y en a encore beaucoup à porter. Et en dernier, que diriez-vous à Xavier Niel ? Xavier Niel. Je le dis parce que c'est important d'être transparent. Il est investisseur chez nous, très minoritaire. Je sais. Investisseur chez nous. Xavier Niel a une forme de génie qui consiste à investir dans beaucoup de médias, tous les médias, ce qui lui permet d'être assez peu critiqué. Je pense que vous êtes parfaitement capable de le critiquer, mais c'est une stratégie de sa part. Il s'agit d'être partout, ça limite les problèmes. Et je lui dirais là aussi que je pense qu'il a une volonté de faire bouger l'économie française, il a une volonté notamment de soutenir des startups, de l'invention, et que ça, on peut se rejoindre là-dessus. Après, il a une vision qui, à mon avis, ne tient absolument pas compte de ce que nous a coûté la désindustrialisation, de la façon dont il faut défendre la production sur le sol français, et ça passe en effet par le fait de ne pas systématiquement déréguler. Natacha Polony, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous écouter là-dessus. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous aura permis de réfléchir. Si vous voulez retrouver d'autres émissions de ce type, soit en interview, soit en débat, je vous laisse cliquer sur la chaîne du Crayon et choisir ce qui vous plaît le plus. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt sur le Crayon. Ciao.